Bonjour à tous, je suis donc Julien Gallon, ingénieur marketing chez Codra, et je suis accompagné aujourd'hui par François Marcet, notre expert qu'on ne présente plus, sur le thème du jour, qui est donc ajouter des fonctionnalités à Panorama E2. Nous allons passer à environ une demi-heure ensemble de présentation et nous dédierons une quinzaine de minutes à vos questions si vous en avez. Voilà, pour la suite, je m'en remets à François Marcet pour toutes les explications. À tout à l'heure. Bonjour, donc on va commencer tout de suite par l'agenda du séminaire d'aujourd'hui. Donc on va commencer par expliquer un petit peu les objectifs de la fonctionnalité qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui correspond à l'ajout de nouveaux objets au produit Panorama. Ensuite, on reviendra sur deux principes de base du logiciel Panorama, son architecture logicielle et la notion de descripteur de classe, qui sont importantes, dont la compréhension est importante pour bien comprendre ce qu'on va présenter par la suite. Ensuite, on fera concrètement la création d'une classe utilisateur. Donc ça veut dire qu'on va utiliser l'environnement de développement Microsoft Visual Studio, créer un objet, le faire fonctionner ensuite dans une application pour bien comprendre tous les mécanismes mis en place. Ensuite, on aura une petite conclusion et la séance de questions-réponses. Donc, on rentre tout de suite dans le rappel des objectifs. Donc, la notion d'ajout de fonction dans Panorama, pourquoi on peut en avoir besoin? Il y a deux grands cas qui peuvent se présenter. Premièrement, on veut créer une fonction dans l'application de supervision que l'on peut créer avec les outils standards de Panorama, mais par exemple, ça nécessite la création de plusieurs objets formules, d'objets scripts, etc. Et comme on a l'intention d'utiliser cette fonctionnalité en très grand nombre, on peut se poser des questions sur les performances du résultat. Ça, c'est un premier cas. On peut aussi avoir envie de simplifier la mise en œuvre d'une fonction. Plutôt que d'avoir à configurer plein de petits objets, on en fait un seul. Et puis ensuite, on peut avoir besoin d'utiliser des fonctions avancées qui ne sont accessibles que depuis les objets utilisateurs. On évoquera ça tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, il est clairement plus intéressant de faire directement ce développement. Donc ça, c'était les cas où on peut le faire en Panorama, mais on préfère optimiser et le faire par objet utilisateur. L'autre cas, bien entendu, c'est quand la fonction n'existe pas dans Panorama. La notion d'objet utilisateur permet d'ajouter les fonctions dans le produit. Donc quand on ajoute cette fonction, en fait, on a deux cas d'utilisation. Dans un cas, on va construire complètement la fonction. Elle n'existe pas du tout. On ne peut pas la trouver toute faite sur Internet ou chez un éditeur. Donc on crée de A à Z. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer une fonction très très simple, mais de A à Z. L'autre cas, c'est quand on veut habiller une fonction qui existe par exemple sur Internet ou qui est fournie par un constructeur de matériel pour pouvoir l'introduire dans Panorama. Par exemple, en vidéosurveillance, on ne va pas créer de toutes pièces en codant soi-même la fonction qui affiche un flux vidéo en temps réel dans Panorama. On va bien entendu utiliser ce qui est fourni par le constructeur des caméras et on va se contenter de mettre un petit peu de code autour pour simplifier son utilisation. Autre exemple, une présentation de données sous forme de graphique. On va pouvoir utiliser un outil de présentation qui existe déjà, qui sait par exemple tracer une courbe ou une présentation de données que Panorama ne saurait pas faire nativement. On va utiliser une fonction Microsoft par exemple qui existe déjà, une fonction d'un éditeur qu'on trouve sur Internet, et on va l'habiller pour l'utiliser plus facilement dans Panorama. Alors aujourd'hui, comme on va créer une fonction de toute pièce, les notions qu'on va utiliser, qu'on considère comme à peu près acquises, on ne va pas rentrer dans le détail pour vous expliquer comment ça s'utilise, c'est le développement d'applications Panorama, c'est pas sujet du jour, donc on va l'utiliser, mais pas expliquer dans le détail ce qu'on fait. Et puis la programmation en Visual Studio C#. Alors là, je vous rassure tout de suite, on va faire une fonction A plus B, donc les notions de programmation qu'on doit connaître aujourd'hui sont extrêmement basiques, mais on considère que dans l'utilisation de classes utilisateurs, elles sont acquises. Donc, on va arriver maintenant au rappel de deux principes importants dans l'architecture Panorama, pour bien comprendre dans quel cadre on ajoute ces objets pour étendre les fonctions de Panorama. Donc, Panorama est donc constitué de deux briques principales, une brique qui tourne au niveau serveur, une brique qui tourne au niveau post-opérateur, IHM.
donc l'un qui s'appelle Composer et l'autre Supervise. Tous les deux sont architecturés autour d'un bus logiciel qui se prolonge sur le réseau. Et en fait, sur ce bus logiciel, quand on développe une application Panorama, en fait, on connecte des objets qui viennent chacun prendre en charge une fonction élémentaire, et le bus logiciel les met en rapport. Donc là, on a illustré, par exemple, un objet d'archivage capable d'aller lire les archives et de les fournir par le réseau pour les ramener à un outil sur la fonction IHM qui présente des courbes. À chaque fois que dans le produit Panorama, Codera a créé une fonction, donc un objet, cet objet, il a été en fait décrit à l'infrastructure Panorama par la notion de descripteur de classe. Donc ça permet de connecter chacun des objets élémentaires dans le logiciel Panorama. Eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la même chose. On va créer un objet en dehors de Panorama. On va prendre pour ça Visual Studio. Et ensuite, on va décrire à Panorama cet objet de façon à ce que Panorama sache l'utiliser comme les fonctions élémentaires fournies avec le logiciel au départ. Donc pour bien insister là-dessus, ce qu'on présente aujourd'hui, c'est quand même une ouverture dans le produit Panorama très importante, puisque c'est la même méthode que Codera utilise pour installer au départ les fonctions natives du produit. Donc notre classe utilisateur, on va la regarder d'un petit peu plus près. Donc là, c'est un petit peu notre spécification, c'est ce que notre client nous a demandé. Donc on va faire quelque chose de très complexe. On va avoir un objet capable d'ajouter deux données. Alors il est bien évident qu'on aurait pu faire ça par une formule. La raison pour laquelle on choisit ce traitement, c'est la simplicité de codage. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de passer du temps à faire du programme, c'est de voir le principe. Donc le programme est volontairement extrêmement simple. Donc on va créer un objet qui a une propriété X et une propriété Y, et à chaque fois que l'une des deux est modifiée, l'objet mettra à jour sa sortie, la propriété résultat, pour pouvoir donc fournir à Panorama la valeur de la somme des deux propriétés. Donc, dans notre programme, on va avoir les données membres, qui sont les données internes au programme, qui supportent les données dans l'objet qu'on va créer. Et on va voir aussi donc, les propriétés publiques, celles qui sont vues par Panorama, pour échanger les données avec le logiciel. On fera le descripteur de classe, une fois qu'on aura fait notre programme, qui permettra de décrire à Panorama la propriété X, la propriété Y, la propriété résultat. Alors ce descripteur, il est indispensable parce qu'il va permettre de dire à Panorama que X, c'est une propriété d'entrée de l'objet, Y aussi, résultat, ça n'est qu'une propriété de sortie. Il va permettre aussi, pour faciliter l'utilisation de l'objet, de mettre des commentaires, etc. Donc il n'est pas uniquement là pour que Panorama puisse utiliser l'objet, il est aussi là pour l'habiller un petit peu et le rendre plus ergonomique, plus agréable à utiliser. Alors, l'objet, quand il va être introduit dans le produit Panorama, en fait, il est introduit à l'intérieur d'un objet qui va l'encapsuler et qui va apporter toute une série de fonctionnalités supplémentaires à celles qu'on va créer dans notre classe utilisateur. Dans Panorama, vous savez que tous les objets ont un nom, ils ont une classe, ils ont un module, etc. Tout cet aspect infrastructure des choses, on n'a pas à s'en occuper quand on crée une classe utilisateur. C'est pris en charge par Panorama. C'est la raison de cet objet d'encapsulation dans lequel tous les objets classe utilisateur ou classe développée par Codera fonctionnent. Donc on verra que notre descripteur de classe, on va juste lui décrire X, Y et résultat, mais quand on utilisera l'objet, on pourra utiliser son nom, sa classe, etc. Voilà, donc on va rentrer dans le concret. L'atelier de développement Visual Studio. On va créer un nouveau projet. Donc il va s'agir d'une bibliothèque de classe, puisque c'est un objet sans IHM, sans éléments visibles, qu'on va créer aujourd'hui. Donc je vais l'appeler par exemple opération, puisqu'il va faire des opérations basiques. Voilà, on crée le projet. Donc là, une fois que Visual Studio a créé le projet, en fait on a une classe vide. Si on vient regarder ici, voilà, on a une bibliothèque qui contient une classe qui s'appelle classe 1, mais rien dedans. Donc on va tout de suite, nous on va la renommer pour qu'elle s'appelle par exemple somme, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc
Voilà, j'ai ma classe initiale de mon projet qui est créée. Alors maintenant, on va devoir lui ajouter les propriétés X, Y, résultats, les données membres, etc. Donc on va le faire avec un assistant parce que moins on écrit de code, mieux on se porte. Donc on va prendre l'assistant qui permet de déclarer simplement la liste des propriétés publiques de notre objet et ça va générer automatiquement dans l'objet, dans le code C# toute la déclaration. Donc là, la propriété, j'ai d'abord le X, première propriété d'entrée. Donc je veux que mon objet gère des flottants, donc je vais la déclarer de type double. Voilà, donc elle est publique, très bien. On va lui ajouter le Y. Voilà, et puis ensuite les données internes à mon objet, donc on fait une donnée membre, comme on dit, pour chaque donnée publique. Ça permet de rendre totalement indépendant le fonctionnement du code de l'objet dans l'objet. Ça le rend indépendant de ses propriétés X et Y. Si demain on a envie de gérer différemment les données dans l'objet, on pourra le faire grâce à cette espèce de double déclaration en quelque sorte. Voilà, résultat également de type double. Donc là, ce qu'on va aller voir, c'est le code qui a été généré, qui correspond à ça. Donc si on déplie ici, on voit donc une image de notre objet. Et quand on va dans le code, on voit qu'à chaque fois qu'on a déclaré une propriété, une donnée membre, il l'a déclarée en tant que donnée privée, et une donnée publique, il a implémenté tout ce qu'il fallait pour accéder à cette propriété publique. Voilà, donc maintenant je vais mettre le code qui correspond vraiment à la gestion de ces données-là. Donc là, c'est la méthode qui est utilisée pour lire la propriété X. Donc j'ai juste à retourner la valeur de X. Voilà, donc ça on va faire ça à chaque implémentation. Là, c'est le code qui correspond à l'écriture de la propriété. Donc il suffit de stocker dans X la valeur qui a été écrite. Voilà, donc on fait la même chose sur nos trois propriétés. Alors par contre, pour l'écriture du résultat, moi ça ne m'intéresse pas du tout que dans mon objet, quelqu'un puisse forcer le résultat. Donc je vais supprimer tout simplement cet accesseur en écriture. Et du coup, en faisant ça, je transforme ma propriété résultat en propriété en lecture seule. Voilà. Donc là, on a fait une coquille vide. Hein. On a un objet avec des propriétés publiques X, Y et résultats et des données membres, mais il ne fait aucun traitement. Donc le traitement qu'on veut faire, c'est l'addition de X et de Y à chaque fois que l'un des deux change. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction interne à mon objet, qui dit interne dit privé. C'est une fonction qui ne retourne pas de valeur, donc le type qui indique pas de retour de valeur, c'est void, et je vais l'appeler calc. Elle n'a pas de paramètres. Et on va créer là le seul code de notre objet. En fait, il va seulement mettre à jour mRésultat avec mx plus my. Voilà, on a fini le traitement de l'objet. Maintenant, ce calque-là, cette méthode, il va falloir l'appeler à chaque fois que quelqu'un modifie x et y. Donc c'est sur les accesseurs en écriture, donc sur le set x, on va juste une fois après avoir mémorisé la nouvelle valeur de x, on appelle notre méthode qui va faire que le résultat sera mis à jour. Et puis on fait la même chose, CTRL-C, CTRL-V sur y, et on a fini. On a donc un objet qui est capable de traiter les écritures sur x et y, de calculer la somme, et quand Panorama viendra lire la valeur de mRésultat, on aura notre résultat mis à jour correctement. Donc je vais générer mon programme. Voilà, donc la génération a réussi, on n'a pas d'erreur. Donc maintenant, on va aller récupérer le résultat de cette génération. Il s'agit de ces deux fichiers et on va les utiliser dans une application Panorama pour voir le résultat de ce qu'on a fait. Alors, pour gagner un petit peu de temps, on a préparé à l'avance une application. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, donc c'est une application dans laquelle on a préparé à l'avance des composants qui vont nous permettre d'utiliser notre objet somme. Et on a aussi à l'avance préparé des petits objets qui nous permettront de fournir les valeurs de x et de y.
et de pouvoir tester directement dans une vue qu'on va pouvoir afficher en exploitation le fonctionnement de nos objets. Donc, comme le but, c'était pas de faire du développement dans Panneau Studio avec vous ce matin, on a gagné du temps comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déclarer dans ce projet-là notre nouvel objet. Donc, on a créé un module de classe qui s'appelle Webinar. Et pour ça, dans ce module-là, on va placer nos librairies. Donc, je copie nos deux librairies qui ont été générées par la compilation. Je vais dans Appli 1, qui est le projet que je viens de vous montrer. Dans ce projet, on a un dossier User Classes. On voit notre webinar CLS qui correspond au fichier qui déclarera les classes qu'on va déclarer dans Webinar ici. Et donc, je colle les deux librairies qui ont été générées par la compilation de mon objet. Je reviens donc dans Panneau Studio et je vais utiliser l'assistant qui va me fabriquer la déclaration de la classe. En tout cas, il va m'aider parce que j'aurai un petit peu de travail à refaire encore à la main, mais il va me mâcher le travail. Voilà, je vais parcourir mon disque. Je vais aller dans... Pardon, je ne suis pas du tout au bon endroit. Voilà, Webinar, Appli 1, User Classes. Je désigne la librairie opération, je l'ouvre et ce qui va se passer, c'est que l'assistant, il va découvrir dans cette librairie. Non, il ne découvre pas dans cette librairie. Voilà, c'est l'effet démo. Suivant. Bon. Ah oui, bah voilà, c'est normal. J'ai fait un oubli. J'ai tout simplement oublié quelque chose d'important. C'est que j'ai oublié de modifier une propriété de mon projet. J'ai oublié d'indiquer que comme Panorama a besoin que l'objet soit visible en com des coms, il faut cocher cette option-là. Voilà, donc c'est pour ça que Panorama ne le voyait pas. Donc je régénère mon projet, je redéplace ma nouvelle librairie. Voilà, donc on va remplacer les deux fichiers. Je reviens dans Panorama. Voilà, on va recommencer. Donc je parcours, je sélectionne ma DLL. Suivant, cette fois-ci ça se passe beaucoup mieux. Voilà, donc il a vu mon objet. Donc je coche cet objet puisque c'est celui-là que je veux importer. Dans un même projet, on peut créer plusieurs objets et les importer séparément. Donc il m'a généré un descripteur de classe que voilà. Donc ça m'évite de faire de la saisie parce qu'il sait qu'il l'a appelé somme puisque ma classe s'appelle somme. Il a repéré que c'était un objet .NET dont voilà l'adresse en quelque sorte dans ma DLL. Et il a identifié les propriétés, leur type. Il a vu qu'il y en avait une qui était en sortie seulement. Voilà, donc il m'a déjà pas mal aidé. Donc la fin, ça va être, par exemple, de lui préciser que les deux propriétés X et Y, pour moi, ce n'est pas des données de configuration, ce sont des données que je veux être ajustables, pour que dans Panorama, on puisse à la fois saisir une constante, mais aussi câbler une donnée d'entrée par l'intermédiaire d'un lien. Voilà, on pourrait renseigner les commentaires, etc., pour que l'objet soit plus joli, plus agréable à utiliser. Là, pour gagner du temps, on va s'arrêter là. Voilà, donc là, j'ai ma description de l'objet pour que Panorama puisse se servir de l'objet. Donc, je pourrais directement venir ici et utiliser mon objet dans l'appli. C'est la méthode traditionnelle. Là, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose de plus. On a créé un composant somme qui contient déjà un petit synoptique qui permettra de visualiser les propriétés X, Y et résultats de ma classe. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer à Panorama que mon composant somme va dériver de ma classe webinar somme. Voilà, en faisant ça, ça va faire apparaître sur le composant somme les propriétés venant de mon objet utilisateur. Je vois ici la propriété résultat X et Y. Elles sont grisées puisque je ne les ai pas déclarées ici. J'hérite des propriétés de l'objet que j'ai désigné comme classe de base pour somme. Voilà, donc là, le résultat de cette simple désignation fait que mon composant, il est à la fois un composant et à la fois mon objet somme. Donc j'ai un composant qui intègre du code C# et qui a son traitement. Et en plus, à l'intérieur de mon composant, j'ai un synoptique et j'ai un événement qui va surveiller le résultat et qui va me consigner dans mon historique Panorama tout nouveau calcul réalisé par ma somme. Voilà, donc mon application, on lui a déjà instancié somme 1, somme 2.
on n'a plus qu'à créer quelques câblages. Somme 1, on va le câbler pour qu'il fasse la somme de M1.value et de M2.value. Voilà. Et puis somme 2, on va utiliser le résultat de la somme 1, qui est donc somme 1.résultat, et on va ajouter M3.value. Voilà, donc j'ai fini mon paramétrage, je vais lancer l'application, et on va pouvoir directement vérifier si notre objet se connecte, enfin, est bien utilisé par Panorama, si on a bien les données d'entrée qui rentrent dans notre code, et si on récupère bien le résultat dans l'application. Voilà, donc ici on voit que les trois données de simulation 1, 2 et 3, elles ont été préconfigurées dans Panorama Studio à 1, 2 et 3. On voit notre objet et on a bien les données d'entrée 1 et 2 qui sont câblées à l'entrée du premier objet. Ça donne un résultat 3, c'est formidable. On s'est additionné 2 et 1 et 1 plus 2. Le résultat 3 est câblé sur l'entrée du deuxième objet. Donc on a bien 3 en entrée. Ma troisième variable qui vaut 3 me donne aussi un 3 sur la deuxième entrée de notre objet. Et on a un résultat à 6. Là, on va pouvoir modifier. Voilà, j'incrémente régulièrement cette entrée. On voit que la sortie a incrémenté. On a toujours 8 plus 2. Ici, on a 10 plus 3, 13. C'est fantastique, tout marche bien. Donc, on peut regarder dans les historiques. Dans les historiques, on a, on a les essais d'aujourd'hui puis les essais d'hier. Donc, on a un petit peu plus de choses que ce qu'on pourrait attendre. Mais on voit ici toute l'initialisation de nos objets et puis les incréments que j'ai fait dessus, la consignation réalisée par le petit événement qui était prêt à l'emploi dans notre composant a bien fonctionné. On peut regarder des courbes aussi. Là, on a les données d'initialisation. Là, on a les incréments qu'on a fait, la somme du premier objet qui est en bleu, la somme du deuxième objet qui est en rouge. Donc voilà, tout a l'air de bien fonctionner. Donc on va faire un dernier petit changement, on va faire un petit complément. On va ajouter une nouvelle capacité à notre objet. On va aller retourner dans notre projet, ici, et en fait on va lui ajouter une nouvelle propriété qui va permettre de lui dire que sur certains objets on veut faire d'une somme et puis sur d'autres on veut faire une soustraction. Donc on revient sur le diagramme ici, on va ajouter une propriété publique qu'on va appeler par exemple calque, oui, somme. Donc là, ça va être un booléen. Et puis, une propriété interne qu'on va appeler M calque somme, qui va être également un booléen. Voilà. Donc, je viens dans ma classe, même chose, le booléen, il a été préconfiguré, prédéclaré. Je vais seulement dire qu'il vaut vrai par défaut. On va trouver ici notre calque somme. Donc, on va renvoyer la valeur sur la lecture et on va mémoriser la valeur sur l'écriture. Donc là, très facile, comme tout à l'heure. Et en fait, quand est-ce qu'on va utiliser cette information? Tout simplement ici, au moment de calculer, on va indiquer que si cette propriété est vraie, à ce moment-là, on fait bien une somme. Sinon, CTRL-C, CTRL-V, on fait une différence. Voilà. Donc quand le calque somme est un vrai, on fera une addition. Quand il est à un faux, on fera une soustraction. Voilà. J'enregistre, je sauve, et je vais reprendre la nouvelle version de ma librairie, copier, coller. Alors, il faut que j'arrête Panneau Studio, parce que sinon il ne veut pas. Hop. Voilà. Donc je reprends mon application. Donc là, comme on a déclaré une nouvelle propriété, en fait, on va devoir refaire la manip si on veut éviter de la saisie. Donc on fait pareil. Suivant. On importe.
il m'a fait un descripteur. Comme il existait déjà sous le nom somme, il l'a automatiquement renommé. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de copier la nouvelle propriété et de la mettre sur l'objet que j'avais déjà. Et je peux effacer le descripteur qu'il a généré. Voilà, donc j'ai ma propriété calc_somme qui est bien un booléen, c'est de la configuration, donc tout va bien. En fait, on va donc aller dans notre composant ici, on voit qu'elle est arrivée toute seule ici, puisque comme on hérite de cette classe, la mise à jour est immédiate. Ici, on a calc_somme qui est précoché, puisque par défaut ça vaut vrai. Et bien sur l'objet numéro 2, je vais décocher calc_somme, ce qui fait que le deuxième, lui, va faire une soustraction. Voilà, on fait un test en exécution. Et on voit qu'on a cette fois-ci la première instance qui fait bien 1 plus 2 égale 3 et la deuxième qui fait bien 3 moins 3 égale 0. Voilà. Donc on a comme ça pu ajouter une fonction sur l'objet pour le rendre un petit peu plus intelligent. Voilà, donc la partie démonstration proprement dite est terminée. On va revenir au slide pour un petit peu conclure là-dessus. On a vu ensemble la construction d'un objet très simple dans l'atelier de développement. On a vu la génération du descripteur de classe, le test dans une petite application très simple pour valider tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Donc, on a vu que l'infrastructure Panorama fait en sorte que dans notre code d'objet, on n'a pas du tout à s'occuper de l'arrivée des données. Hein, on n'a pas besoin de savoir d'où viennent X, Y. Les liens dans l'application Panorama font que l'objet reçoit directement sur ses entrées les données qu'il doit traiter. De même, il a juste à mettre sur sa donnée de sortie résultat la valeur qu'il a calculée. C'est dans l'application, par des liens, par des fonctions internes à Panorama, que la donnée de sortie peut être utilisée dans des synoptiques, dans des alarmes, elle peut être archivée. On n'a absolument rien à faire dans notre code utilisateur pour s'occuper de ça. Et donc on voit que notre fonction, elle est bien intégrée dans le produit, puisque elle s'intègre aux autres fonctions et toutes les données qu'elle génère peuvent être utilisées directement par les autres fonctions de Panorama. Donc on a vu aussi que on a fait le code pour un objet, Panorama l'a instancié 2 fois, en l'occurrence, ça pourrait être des centaines, ça ne change rien du tout. Il m'a permis de paramétrer que certaines instances font des sommes, d'autres font faire des soustractions. Et dans mon code d'objet utilisateur, je n'ai pas eu à me préoccuper de sauvegarder le paramétrage de mon objet. C'est Panorama qui s'occupe de mémoriser que ma propriété calc_somme vaut parfois vrai, parfois faux. Hein. Voilà, donc on a vraiment une intégration dans le produit. On ne s'occupe que de son petit traitement et pas plus. Le reste, c'est l'infrastructure qui gère. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a fait quelque chose de très simple, c'est un objet qui fait A plus B. Panorama fait de la lecture cyclique sur la propriété de sortie pour voir les résultats de mon objet. Et les valeurs qu'on gère sont de simples valeurs. Il n'y a pas de redatage, il n'y a pas de qualité. On n'a pas vu aujourd'hui, parce que ça dépassait les 30 minutes de présentation, mais dans un objet utilisateur, on peut aller plus loin. On peut gérer des valeurs horodatées, on peut gérer la qualité, on peut implémenter de la notification. On a des propriétés que l'infrastructure peut reconnaître pour les gérer et rendre l'objet encore plus intelligent. On peut intégrer des utilisations de fonctions avancées comme les événements externes, etc., etc. Voilà, donc tous ces points-là, on ne les a pas vus aujourd'hui. Ils sont dans le manuel Panorama, mais ils sont aussi vus dans une formation, hein, puisque en fait on peut vous annoncer aujourd'hui qu'on vient de créer une formation dédiée développement d'objets utilisateurs. La première session a lieu le 4 juin, donc c'est très bientôt. Et vous pourrez, si ça vous intéresse, vous inscrire à cette formation pour aller plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc je crois que voilà, les d'autres points non abordés, c'est ce que je viens de vous dire. Donc on a terminé aujourd'hui. Je vais repasser la main à Christophe pour les questions-réponses. Alors, très bien, nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Alors, on vous laisse terminer le sondage hein, et aussi poser vos questions. Alors, François, on va commencer par une question qui concerne les objets Panorama. Comment accéder à des objets Panorama dans un code métier, par exemple, l'historique? Alors, accéder à l'historique, en fait, ça ne reviendrait pas à accéder forcément à l'objet Panorama. L'historique, je suppose qu'on parle de l'historique d'alarme.
Donc c'est dans une base de données, donc on peut y accéder directement. Maintenant, l'accès entre objets, ça fait partie des points qui sont abordés dans la formation. C'est ce qu'on appelle dans le manuel utilisateur l'accès aux autres objets de l'application. Et en fait, l'objet d'encapsulation que je vous ai présenté dans le slide tout à l'heure, en fait, il supporte une interface, une fonction qui permet d'accéder à n'importe quel objet. Alors, du même serveur quand on est au niveau serveur ou du même supervise quand on est dans supervise. On ne peut pas accéder comme ça directement à travers le réseau. Mais effectivement, si j'ai un code métier comme celui qu'on a fait aujourd'hui, je pourrais demander à obtenir une référence sur un autre objet de l'application, par exemple l'objet d'historique d'alarme ou un objet de lecture d'historique d'alarme plutôt. Et ensuite, je peux utiliser depuis mon propre code toutes les propriétés et toutes les méthodes de cet objet Panorama. Très bien. Alors avec quel langage peut-on développer des objets ? Alors en fait, le prérequis pour développer des objets intégrables dans Panorama, c'est de faire des objets .NET. Quand on fait des objets simples comme celui qu'on a fait aujourd'hui, on peut le faire comme on l'a fait en C# aujourd'hui, on peut le faire aussi en VB.NET. Par contre, dès qu'on va vouloir utiliser les fonctions avancées qu'on n'a pas vues ensemble aujourd'hui, là, on demande à ce que vous utilisiez le C# parce que nous, on vous fournit du code tout prêt pour vous faciliter le travail d'une part, et d'autre part, ça permet à notre équipe support de ne pas avoir à connaître tout un panel de langages. Donc pour simplifier, on limite le support technique aux objets développés en C#. Alors François, peut-on récupérer des objets ailleurs et intégrables dans Panorama ? Oui, tout à fait. C'est souvent le cas quand on fait des objets graphiques. J'ai cité rapidement deux exemples en début de séminaire. On a l'intégration de la vidéosurveillance, par exemple. C'est quelque chose qu'on a déjà montré dans des Panorama Days. On prend l'objet qui affiche le flux vidéo qui est fourni, par exemple, par un constructeur comme Axis, le constructeur de caméras IP. Et cet objet-là, on peut l'intégrer directement sans code. On peut très bien, en utilisant l'assistant descripteur de classe que j'ai utilisé tout à l'heure, faire découvrir le contenu de l'objet, ça déclare toutes les propriétés. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que je l'utilise, il faut que j'aille configurer toutes les propriétés telles que la société Axis veut que je le fasse. Donc nous, ce qu'on préfère conseiller à nos utilisateurs, c'est de faire un objet, par exemple en C# qui va intégrer l'objet Axis et qui va simplifier la vision que notre développeur Panorama va avoir en mettant, par exemple, une seule propriété qui renseigne l'adresse IP de la caméra, alors que dans Axis, en fait, il y a deux endroits où on met l'adresse IP, parce qu'il y en a une, c'est pour l'image, pour le flux vidéo, et il y en a une autre, c'est pour le contrôle de mouvement de la caméra. Voilà. Donc, on peut tout à fait intégrer des objets avec IHM, des objets venant de l'extérieur dans Panorama, soit directement, soit avec un petit peu de code intermédiaire, un espèce de wrapper, comme on dit. Est-ce que l'assistant fonctionne avec Panorama V4 ? Non, l'assistant est une nouveauté de la version 5. Alors, au début de la présentation, il était question d'affichage, exemple, vidéo, graphe. Apparemment, il n'y a rien dans la documentation. Comment une telle classe peut disposer d'un rectangle d'affichage ? Alors si, dans la documentation, on explique comment, quand on crée le projet dans lequel on va développer sa classe, en fait, selon ce qu'on veut faire, il faut choisir deux types de projets différents. Aujourd'hui, j'ai choisi bibliothèque de classe parce que c'est un objet sans affichage, justement, que j'avais l'intention de développer. Si on veut faire un objet avec affichage, il faut créer un projet de type bibliothèque de contrôle. C'est la notion de contrôle qui correspond aux objets avec affichage. Et à ce moment-là, dès qu'on a créé un objet de type contrôle, il a comme attribut dans Visual Studio une zone graphique. Et si on prend cet objet-là et qu'une fois qu'on a mis son propre code dedans, on utilise l'assistant descripteur de classe, il va le détecter, il va automatiquement créer un objet Panorama de type exploitation, incrustable dans les vidéos, dans les synoptiques. Donc ça marche tout à fait bien. Alors, running semble d'être d'usage interne. Elle est affichée à l'utilisateur. Y a-t-il un moyen de la masquer ? Oui, alors l'usage interne running, pour résumer à quoi elle sert, c'est une propriété que l'infrastructure détecte dans les objets. Quand on voit une propriété booléenne qui a le bon orthographe running, l'infrastructure s'en sert pour informer le code utilisateur qu'il a terminé l'initialisation, donc que le code peut commencer à démarrer, et qu'il va être déchargé quand on arrête l'application, etc. Donc effectivement, on peut la masquer parce que le développeur Panorama n'a pas à l'utiliser. Il suffit pour ça, dans le descripteur de classe, de mettre l'ordre d'affichage de cette propriété à une valeur négative. Donc si vous mettez tout simplement -1,
La propriété existe, elle est gérée par Panorama, mais celui qui utilise l'objet dans les composants ou dans les unités ne la voit plus. Alors, on a des questions qui concernent class timer. Alors, je vais la lire de cette façon. J'ai développé donc une classe timer, pas trouvé d'équivalent dans Panorama, pour provoquer des événements cycliques tous les X millisecondes. Est-ce que ça pourrait être mis en commun sur notre serveur? Ah, ben on peut imaginer ça. Oui, oui, on a de temps en temps, on avait pensé faire une mise en commun des objets, etc. Bon, bien souvent, les gens qui développent les applications sont des intégrateurs qui mettent leur savoir-faire dans leur classe, donc il n'y a pas beaucoup de mise en commun possible, mais on a quelques clients qui nous ont déjà fourni des objets qu'on peut après partager entre utilisateurs, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, la classe timer, moi quand j'ai des besoins de traitement cyclique, en fait j'utilise une formule. Je prends un objet formule Panorama, je fais un test en utilisant les fonctions heure et minute, et bien souvent j'arrive à faire un déclenchement cyclique. Mais une classe timer, ça peut être intéressant, donc si la personne qui a posé la question peut nous recontacter après, on regardera si on peut la récupérer, bien sûr. Alors François, on a une question très technique, un peu logique, puisque c'est un séminaire de présentation technique. C'est une question qui concerne la classe timer. Donc dans ma classe timer d'essai sur mise à 1 de Activite, je lance un thread qui provoque des événements. Est-ce qu'on confirme que Panorama est bien un thread safe et supporte ces événements tirés depuis un thread séparé? Alors, côté Panorama, il n'y a pas d'obstacle à créer des threads dans les objets. Il faut seulement prendre une précaution très 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 importante. Les threads qui vont être créés dans une classe, par exemple dans une classe que vous développez dans Composer, en fait c'est des threads qui vont être hébergés par Composer. Panorama lui-même crée un certain nombre de threads, et donc les threads que vous créez dans vos objets vont s'ajouter à ceux de Panorama. Et Microsoft ne peut pas gérer plus de, enfin, Windows ne peut pas gérer plus de 2000 threads dans un objet, 1000 ou 2000 threads dans un seul objet. Mais il est très déconseillé de s'approcher de cette limite. Donc il est absolument indispensable quand un objet utilisateur crée ses propres threads que toutes les instances ne créent pas leur propre thread. Hein, donc si dans votre code d'objet vous créez juste un thread comme ça, si vous avez 500 instances dans Composer, vous allez créer 500 threads. Donc ça va rendre totalement instable l'operating system. Donc il ne faut pas travailler comme ça. Il faut créer un seul thread qui gère la totalité des instances. Donc il y a des grosses précautions de développement dès qu'on fait du multithread. Attention à ça. Maintenant, le thread safe, c'est surtout à votre objet d'être thread safe. Si lui, il vient modifier des données en même temps que Panorama est susceptible de les modifier par les propriétés d'entrée-sortie de l'objet, ça peut créer des problèmes. Donc c'est au code de votre objet de mettre les verrous aux bons endroits, tout en faisant attention de ne pas verrouiller Panorama. Mais on peut développer des objets thread safe, tout à fait. Tous les objets, la plupart des objets Panorama créent des threads. Alors là, on a plutôt une interrogation. Pano Studio charge les DLL utilisateurs, notamment si une vue contenant un objet forme. Il serait utile que Pano Studio décharge la DLL pour permettre sa mise à jour sans quitter Pano Studio. Oui, ça pourrait être bien. Ce qu'il y a, c'est que l'intérêt de la garder un petit peu comme ça chargée, c'est qu'à chaque fois que vous réaffichez la vue, on n'a pas non plus à la recharger. Donc c'est un petit peu pour optimiser le travail de tous les jours qu'on a préféré éventuellement pénaliser les mises à jour qu'on fait quand même beaucoup moins souvent. Pour l'appel de Notify Value, est-ce que c'est traitement synchrone ou asynchrone? Alors, Notify Value, je ne saurais pas vraiment comment je vais décrire la façon dont ça marche. Je pense que ça répondra à la question qui est de spectateur, enfin voilà, de notre auditeur. En fait, quand on appelle Notify Value, donc c'est les fonctions avancées qu'on n'a pas vues aujourd'hui, mais qui permettent que Panorama n'a pas besoin de surveiller les sorties de l'objet et il est prévenu, donc c'est de la notification, ça devient de l'événementiel, que l'objet a calculé un nouveau résultat. En fait, Notify Value, ça va empiler dans Composer, par exemple, le fait que la propriété de sortie de l'objet a pris une nouvelle valeur. Donc ça va dans une file d'attente. Comme ça, cette file d'attente va regrouper tous les changements d'état de tous les objets du serveur. Donc l'intérêt de cette gestion-là, c'est que les changements d'état ne peuvent pas se doubler les uns les autres en termes de chronologie.
Donc le premier objet qui fait un changement d'état, son changement d'état sera bien traité avant un autre objet qui ferait un changement d'état après. Voilà. Donc là, on garantit comme ça que dans le produit Panorama, à aucun moment, les valeurs qui arrivent dans le produit vont se changer d'ordre dans le traitement à l'intérieur du serveur. Donc, je pense que globalement, la réponse que je peux faire à notre auditeur, c'est que c'est asynchrone, puisque au moment où on empile le changement d'état dans la file d'attente de Composer, l'appel lui-même est synchrone, mais comme le dépilement va être géré par un autre thread de manière désynchronisée, globalement, la notification est asynchrone. Alors, comment déploie-t-on lorsqu'on a plusieurs serveurs? Comment déploie-t-on? C'est ça la question? Oui. Oui. Eh bien, comme la classe utilisateur, elle est dans le dossier user classes du projet, en fait, la classe se déploie avec l'appli. Donc c'est pareil que l'application. Quand on fait une diffusion avec les outils de la fonction de diffusion Panorama, la classe part avec l'appli. Ok, alors on va continuer, on a beaucoup de questions, c'est très bien d'ailleurs. Est-il possible de créer une classe utilisateur en C++, par exemple? Et si oui, quelles sont les particularités par rapport à une classe utilisateur en .NET? C'est très simple, en C++, C++ traditionnellement, c'est plutôt quand on fait du COM et pas du .NET. Donc c'est possible, mais comme je vous ai dit tout à l'heure au début des questions, en fait, nous, on ne souhaite pas que notre support technique soit obligé de connaître tous les langages et donc on limite le support technique aux objets qui seraient développés en C#. Mais informatiquement parlant, il n'y a pas d'obstacle à faire du C++. Alors on revient sur la question, à quel langage peut-on développer ces objets? Donc c'est C#, hein, c'est ce qu'on a déjà dit. Voilà. Très bien. Dans la déclaration d'entête de classe, on n'a pas besoin de spécifier une interface de connexion avec le bus logiciel de Panorama? Alors, quand on fait un objet simple comme celui d'aujourd'hui, ça n'est pas nécessaire, puisque en fait, Panorama voit que c'est un objet .NET, que c'est un objet qui n'a aucune interface particulière, et donc la propriété résultat, elle va être scrutée par Panorama. Donc là, dans notre objet serveur, il venait régulièrement faire une lecture pour voir si la donnée changeait. Voilà. Donc quand on fait un objet simple comme ça, on n'a pas de toolkit, on n'a pas d'interface propriétaire Panorama, il n'y a rien du tout. C'est un objet .NET, tout ce qui est plus standard. C'est uniquement quand on veut faire de la notification et des objets un peu plus avancés que là, on va ajouter à notre objet des interfaces que Panorama va reconnaître. Donc nous, on vous fournit un petit module qui permet, en étant ajouté à votre projet, de ne pas avoir de code à écrire. Vous ne faites que déclarer sur votre objet l'interface en question. Et après, vous pouvez l'utiliser pour prévenir Panorama de vos changements d'état. Mais l'objet simple que vous avez vu ce matin, de A à Z, j'ai déclaré aucune interface particulière. C'est un objet .NET totalement standard. Alors, peut-on parler un peu de version de Visual Studio? Est-ce qu'elles sont toutes compatibles? Alors, disons que les limites en utilisation des versions, c'est pas tellement Visual Studio, c'est plutôt le framework que vous allez utiliser. Pour le développement lui-même, on peut utiliser la version 2010 que j'utilise aujourd'hui, la version 2008, les versions d'avant, ça marche très bien. Vous pouvez aussi faire des objets en .NET, en framework .NET à partir de 2, 3, 3.5, 4. Par contre, si vous avez besoin de débugger votre objet, c'est-à-dire depuis le compilateur Microsoft, de vous connecter à votre code pendant qu'il est en train de s'exécuter à l'intérieur de Panorama, pour pouvoir mettre des points d'arrêt, etc., s'il y a besoin, là, il est indispensable que vous utilisiez le même framework que Panorama, sinon la connexion ne peut pas se faire. Donc, pour pouvoir débugger l'objet, il faut utiliser le même framework que la version de Panorama que vous utilisez. En version 5, c'est le framework 4.0. Voilà, donc c'est la seule réelle obligation d'homogénéité de version, c'est pour pouvoir débugger. Alors François, on va en prendre encore deux questions. Existe-t-il des plugins spécifiques Panorama pour faciliter les développements de classes utilisateurs dans Visual Studio? Alors la réponse c'est pour faire un objet simple, il n'y en a pas besoin. Dès qu'on veut faire un objet un peu plus avancé, par exemple qui va notifier ou qui va accéder aux objets qui sont autour de lui ou qui veut récupérer le chemin de l'appli ou des choses comme ça, à ce moment-là, oui. En fait, le plugin, c'est tout simplement une librairie que vous ajoutez dans les références de votre projet, qui s'appelle Common Panorama. Elle comporte
tous les éléments que vous allez pouvoir utiliser pour vous simplifier le travail depuis votre code. C'est-à-dire, elle contient la déclaration des interfaces que vous allez devoir utiliser, elle contient ce qu'il faut pour les implémenter, et vous n'avez plus qu'à y faire référence dans votre code. Donc c'est le seul plugin, entre guillemets, c'est une librairie à rajouter dans votre projet. Alors, on va passer à une dernière question, puis ensuite on vous laissera terminer le sondage pour les personnes qui n'ont pas terminé. Est-ce qu'on peut repréciser, François, en quel cas il est préférable d'utiliser les classes utilisateurs par rapport au script Panorama? Oui, bien sûr. Donc la différence essentielle dans les classes utilisateurs, c'est que on peut faire un seul objet qui va créer un traitement dans l'application qui peut être un petit peu complexe, varié. Si ce même traitement peut être implémenté par exemple, deux formules, la classe utilisateur, c'est peut-être un petit peu l'artillerie lourde. Dans ce cas-là, vaut mieux laisser deux formules. C'est très simple à créer, ça va faire un gain de temps. Par contre, si le traitement qu'on cherche à implémenter pourrait être implémenté, mais en utilisant, mettons, 5, 6, 10 objets au sein d'un composant, là, ça veut dire que quand on va démarrer le projet, à chaque fois qu'on a besoin d'un exemplaire de notre fonctionnalité, dans le cas de la classe utilisateur, on crée un objet logiciel. Dans le cas de l'implémentation par un composant avec 10 objets, on va créer le composant plus 10 objets logiciels. Donc c'est là qu'on va pouvoir faire la différence, c'est en termes de performance et de ressources. Donc si notre fonctionnalité, on en a besoin 3 fois dans le projet, on peut laisser nos 3 fois 10 formules par exemple, ça n'a aucun problème. Par contre, si notre fonctionnalité, on va l'instancier 1000 fois ou 5000 fois dans le projet, là on va avoir un très gros écart en termes de nombre d'objets et de ressources, tant mémoire que temps de chargement, à avoir travaillé sous forme de classe utilisateur. Et puis le dernier cas où là on ne se pose pas la question, c'est si on n'arrive pas à faire le traitement sous forme d'objet panorama par exemple. Donc là la question ne se pose plus du tout dans ce cas-là. Très bien, merci beaucoup François et Julien pour cette présentation et pour les réponses à ces questions. Ce web séminaire est maintenant terminé. Bonne journée à vous tous. On vous remercie encore de votre participation. C'est souvent le cas dans ce type de séminaire puisqu'on était plus de 80 aujourd'hui en réunion. Donc on vous remercie pour votre fidélité et on espère vous voir sur le prochain. Bonne journée à vous tous, bon appétit et à bientôt sur l'environnement de web séminaire Panorama.